Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Pour cet épisode, nous allons parler d'un sujet que nous avons tous eu au moins une fois en tête. On connaît tous quelqu'un ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui y a été confronté plus ou moins jeune. Ou bien peut-être est-on soi-même concerné par cette horreur, cette aberration d'une violence inouïe qui laisse des traces à jamais. En 2020, la production de podcast Louis Média a lancé une série d'épisodes sur ce thème, intitulée Ou peut-être une nuit, que je vous recommande vivement d'écouter. Violent, effrayant, déroutant, l'inceste n'a pas de mots pour être décrit. Il vient plaquer au sol l'idée selon laquelle un parent serait, par nature, respectueux et aimant envers son enfant. En France, l'inceste concerne un homme sur 8 et une femme sur 5, soit près de 7 millions de personnes. Un chiffre en hausse, expliqué par la libération de la parole qui s'est faite depuis MeToo. Mais qu'en est-il de tous ceux et celles qui ne diront jamais rien? Dans 96% des cas, l'inceste est commis par un homme. Qui sont-ils? Un père? Un frère? Un cousin? Et ce silence qui entoure l'inceste, tout ce silence, quand la famille sait qu'ils n'osent pas parler, voire interdisent d'en parler, pour protéger l'agresseur, pour faire comme si tout allait bien. Certaines victimes se rappellent des événements des années plus tard, la mémoire traumatique se réveillant soudain, à l'occasion d'un obstacle de la vie, d'une rencontre, d'une expérience. Pourquoi ont-elles tout oublié? Parce que comme dans le cas du viol ou des agressions de manière générale, le cerveau se protège. On parle alors de dissociation. Ce moment où une partie de soi préfère ne pas voir ce qu'il se passe pour éviter de trop souffrir. Mais après, comment s'en relever? Que faire avec ces souvenirs? Comment surmonter, si cela est possible, la violence des chocs subis? Aujourd'hui, je reçois Marion et je suis vraiment touchée qu'elle m'ait contactée pour vous raconter son histoire. Alors bienvenue Marion, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, quel âge as-tu et ce que tu fais dans la vie. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, Marie, d'avoir accepté de me laisser la parole aujourd'hui. Effectivement, je m'appelle Marion, mais on me connaît plus souvent sous le pseudonyme de Volange sur les réseaux sociaux. J'ai 26 ans depuis très peu. Et aujourd'hui, je suis thérapeute et mentor holistique. Ma mission, c'est d'accompagner des femmes et toutes les personnes en fait qui souhaitent se reconstruire après une épreuve traumatique, une épreuve douloureuse du passé, qui ont envie, de tendre vers l'épanouissement personnel et la résilience, de se sentir mieux, dans leur tête et dans leur corps. Voilà. Bah, vaste programme, j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à ton arc. Oui, Du coup, aujourd'hui, tu viens vraiment partager ton histoire, et oui. surtout, comment tu t'es plus ou moins libérée, de ce passé? Parce que je pense qu'on s'en libère jamais complètement. Est-ce que tu peux nous raconter par quoi tu es passée quand tu étais, enfant? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai eu une enfance, très brièvement pour vous raconter un petit peu, une enfance très heureuse, très aimante. J'ai des parents qui m'ont désirée et qui m'ont aimée et effectivement, comme tu as pu le souligner, de mes, 8 ans à mes 12 ans, ma mémoire est aujourd'hui encore floue, mais peut-être que j'aurai l'occasion, de revenir là-dessus un peu plus tard dans le podcast. J'ai été victime d'inceste par un membre de ma famille et pendant des années, jusqu'à mes 18 ans en tout cas, je me souvenais, absolument de rien de ce qui s'était arrivé. Tu l'as très bien dit d'ailleurs, c'est, ce qu'on appelle, la dissociation et puis aussi l'amnésie traumatique. Le fait vraiment que, bah, voilà, que le corps en fait, nous protège et efface totalement de notre mémoire, toutes les images de l'agression. Et ce n'est qu'à 18 ans, à cette période-là où j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, tout quasiment en fait est revenu en mémoire. Je dis quasiment parce qu'à l'heure où je te parle, où je transmets ce témoignage aujourd'hui, je me souviens pas de tout encore. Mmh. C'est comme si, il y avait heu, je prends cet exemple-là de blackout en fait. C'est vraiment, comme si c'était un trou noir d'un seul coup et que je me souviens pas. Je vais être capable de raconter certaines choses et puis d'un seul coup je vais dire: «Mais là, à partir de là, je me souviens pas de la suite». Mmh. Donc voilà, il y a des flashs. Alors ça c'est apparu comment? C'est apparu sous forme de flashs, de souvenirs,
comme un cauchemar en fait dans la tête, hein, et en fait pendant plus de 3 ans, j'ai fait: «Non mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai en fait ce dont je mémorise, ce dont là, ce qui apparaît dans ma mémoire, c'est pas possible en fait. Mmh. C'est pas possible, ça s'est jamais produit, je suis en train d'inventer tout ce qui est en train d'arriver», donc du coup j'ai complètement, occulté, j'ai fait en sorte de ne pas me souvenir du tout, en fait. Vraiment, je voulais pas le voir. J'ai essayé d'enfouir tout ça au maximum, quoi. Voilà, en Mmh. brièvement ce qui s'est passé, ouais. Ouais, je pense que c'est le cas de beaucoup de enfin, de ce que j'ai pu, lire sur le sujet, entendre sur le sujet. C'est assez «courant» entre guillemets Ouais, que finalement le cerveau oublie complètement ou en partie parce que admettre que ça s'est passé, c'est tellement violent pour le cerveau oui. et bah, que c'est presque entre guillemets «plus simple» de penser qu'on n'a jamais vécu ce genre de choses. Et donc tu expliquais qu'ils sont remontés, vers l'âge de 18 ans, Oui, mais du coup, à la période où tu as eu tes premières relations sexuelles, donc bah, évidemment, il y a un lien, oui. mais est-ce que, ça s'est manifesté genre pendant les rapports sexuels ou est-ce que c'était, dans le cadre d'une relation amoureuse plus au global? Alors ça s'est manifesté pendant un rapport sexuel, en fait. C'est-à-dire OK. que, la personne, le partenaire avec qui j'étais à cette époque-là, heu, il m'a touchée, en fait, au niveau de la poitrine, tu vois? Une zone, en fait, vraiment, de l'agression, où j'ai été agressée. Et en fait, le fait qu'on me touche à certaines zones de mon corps, ça a fait revenir des choses dans ma en mémoire, en fait, vraiment. Heu, Et ouais, oui, et du coup, quand tu avais ces images-là, tu as vu qui était, oui, l'agresseur? oui, je me D'accord, donc souvenais, ouais. c'est comme si d'un seul coup, en fait, on m'avait, redonné de la mémoire. Voilà, c'est très, perturbant et ensuite donc ça a commencé comme ça et après pour expliquer un petit peu, ça m'est revenu aussi dans des cauchemars, en fait, que pendant le sommeil. J'ai eu des remontées de flash et de souvenirs, aussi à ce moment-là. Et donc là, à ce moment-là, tu pensais vraiment que c'était ton imagination? Oui, entièrement. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Je me suis dit: «C'est pas possible, pas cette personne-là déjà et puis non, c'est pas possible ce que j'ai vécu en fait». Pour moi, c'était le fruit de l'imagination, j'ai vécu ça. Enfin vraiment, c'était, impensable pour moi, vraiment impensable. Et cette personne, est-ce que, quand tu étais enfant ou adolescente, tu étais proche d'elle ou est-ce que tu t'entendais bien? Ou est-ce que c'était quelqu'un dont tu avais peur ou tu avais déjà des petits ressentis? Alors pas du tout, j'avais pas de ressenti ou d'a priori quelconque et c'était pas forcément une personne proche. En tout cas, c'est une personne proche dans la famille. Mais on n'était pas forcément très proches, c'est-à-dire qu'on se voyait, par exemple, à des repas de famille, type Noël, les Mmh. anniversaires, donc des événements, on va dire, ponctuels. On se voyait pas tous les jours non plus, mais pas d'a priori, pas de voilà, pas non, non, loin de moi cette idée-là et je m'y attendais pas du tout, en fait. Je me suis dit: «Non, c'est pas possible, en fait», voilà. Mais oui, Et tu avais un lien de parenté avec cette personne, du coup? oui, tout à fait. On a un lien parenté, oui. Mmh. D'accord. Et donc est-ce que ça enfin, évidemment, enfin, tu as toutes ces remontées-là qui arrivent pendant un rapport sexuel, donc je me doute que Oui, ça a stoppé net, tout à fait. toutes les choses, mais est-ce que enfin, quelles conséquences ça a eu concrètement, sur le plan, émotionnel, sur le plan de tes relations amoureuses, peut-être sur le plan physique? Est-ce que ça a eu un impact? Ah oui, entièrement. Alors ça effectivement, tu très bien, déduit, tout cela. Effectivement, ça a stoppé net, en fait, le rapport que j'avais à ce moment-là avec cette personne-là. Je suis immédiatement rentrée chez moi, d'ailleurs, et je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai essayé de faire taire toutes ces images-là dans ma tête et ça a été très compliqué après, par exemple, ne serait-ce que de me regarder dans le miroir. De regarder mon corps ou de qu'on me touche ou que moi-même, en fait, je n'acceptais pas que moi-même je me touche, en fait, des certaines parties de mon corps, par exemple. Alors que ça m'appartient entièrement, mais impossible de les voir ou de les sentir ou voilà, c'était impossible pour moi. Donc ça a été Mmh. très compliqué et alors et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais le travail est encore long, pour être très honnête avec toi. Parce qu'en fait, il y a ce côté, qui que j'ai la sensation d'avoir eu un corps, sali,
un corps bafoué, un corps sale, en fait, comme si j'étais Mmh. réduite à un objet. Et ce que j'ai fait, en fait, pour tenter de, comment dire, de me sentir mieux, en fait, c'est comme s'il y avait certaines parties de mon corps que j'avais complètement oubliées et que j'ai décidé, voilà, qu'elles me appartenaient plus. Donc je pouvais ni les toucher ni les voir et c'est comme si elles, voilà, elles faisaient plus partie de moi. Donc aujourd'hui, je me reconnecte avec ça en me disant que non, en fait, mon corps m'appartient, qu'il m'appartient dans son intégralité, que c'est un corps aussi, parce que c'est aussi un impact sur, la relation du corps avec la sexualité. Mmh. Ça, j'ai compris il y a peu puisque, on est un corps avant tout et que moi je considérais que j'étais un objet en fait, un objet sexuel, et voilà. Mais Mmh. du coup, est-ce que, enfin genre, la personne avec qui ça s'est passé la première fois, tu as pu lui dire ce que tu avais eu comme image en tête? Pas du tout, pas du Ouais. la 1re personne, amoureuse tu parles ou l'agresseur? La 1re fois en tout cas que tu as eu, ces images-là? Alors la 1re fois que j'ai eu les images, j'en ai pas parlé du tout. En fait, j'ai vraiment gardé tout pour moi. Ça a été vraiment beaucoup plus tard avec un ancien partenaire aussi, un ex-partenaire avec qui j'étais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ça a été tellement lourd pour moi à porter qu'émotionnellement parlant, j'arrivais plus à gérer toute seule. J'étais Mmh. profondément triste et on est, pour, remonter un peu dans le temps, on est en 2018 et à cette personne-là, je décide de me confier, avec ce partenaire-là en question. C'est la 1re fois d'ailleurs que je raconte, ce qui m'est arrivé et je lui raconte et il me croit. Donc en fait déjà, j'ai la sensation de me sentir beaucoup moins seule et très vite, il me dit: «Il va falloir que tu en parles à tes parents». Alors pour moi, c'est impossible. Enfin vraiment d'en parler à mes parents, c'était pour moi impossible et ce qui m'a en fait poussée à en parler à mes parents, ce sont, 2 choses, 2 événements. Pour t'expliquer, on est courant 2018, juin-juillet 2018 et je renoue un contact avec, une personne de membre de ma famille avec qui, on est toutes liées entre nous, en fait, entre l'agresseur, moi et cette personne-là et elle et je renoue contact avec elle, alors que les distances étaient, quand même bien présentes et je lui dis: «Écoute, il y a quelque chose qu'il va falloir que je te dise» et elle me dit: «Mais je sais déjà de quoi tu vas me parler». Et là, je Mmh. dis: «Mais comment ça, Elle me dit: «Si, si», elle me fait: «Vas-y, dis raconte-moi, mais je pense que je sais, ce que tu vas me dire». Donc je lui dis: «Bah, écoute, voilà, telle personne a abusé de moi quand j'étais enfant». Elle me dit: «Oui, je le savais». Je dis: «Mais comment ça, tu savais?» «Bah, parce qu'en fait, il nous en a parlé quand, au moment des faits». Je dis: «OK, Ah! d'accord, très bien». Alors ça a été la douche froide, je vais pas te mentir, ça a été, dans un sens, j'étais rassurée de me dire: «Bah, j'ai pas inventé toute cette histoire-là». Ouais. Et ma question, que je lui ai posée, c'était: «OK, bah, du coup, tu es au courant?» mais elle me dit: «Oui, puis il y a d'autres personnes qui sont au courant». D'accord, OK, donc j'apprends qu'en fait, il y a une partie de ma famille qui est au courant. Je dis: «Mais pourquoi personne n'en a jamais parlé, au moins à mes parents, en fait?» Elle me dit: «Parce qu'on pensait que tu t'étais jamais aperçue de ce qui s'était passé». Mmh. Et là, j'ai Ouais, dit: «Oui». ils ont finalement espéré que, bah, que tu ne te souviennes pas. Exactement, ouais. Mais ça veut dire quand même que lui, il en a parlé. Oui, Donc c'était peut-être que c'était la 1re fois qu'il faisait ça, ouais, peut-être, je sais peut-être. pas Ouais, je sais pas non plus, ouais. et qu'en tout cas, il avait peut-être tellement honte ou je b ouais, bref, peu importe ce qui s'est Tout à passé dans fait. sa tête, mais qu'il a décidé d'en parler, mais que toutes les personnes à qui il en a parlé ont décidé de garder le silence. Exactement. C'est exactement ça. Et donc là, ça a été vraiment, à partir de là, en fait, j'en ai parlé à ma mère, d'abord. Parce qu'en fait, pour mon père, c'est encore plus proche que moi, par exemple, c'est Mmh. l'agresseur, au niveau, rapport familial et j'en ai d'abord parlé à ma mère et en fait, au bout de quelques mois seulement, j'étais en à ce moment-là, je faisais des études de droit. J'étais arrivée en master, et un jour, mon corps, faillit. En fait, je tombe de mon lit par bout de force, par tout, par pression et tout et je vais voir un médecin, je lui raconte, brièvement ce qui ne va pas en ce moment et qui me dit: «Voilà, bah, en fait, c'est simple, vous faites une dépression et un stress post-traumatique, en fait, là. Donc il Mmh. faut arrêter vos études, il faut vous mettre en pause» parce que j'avais perdu beaucoup de poids en plus à ce moment-là. J'allais très, très mal, ma santé était vraiment en danger. Donc j'ai dû tout arrêter et c'est à partir de là que j'en ai parlé, du coup, à mon père aussi. Voilà. OK et tes parents, ils ont, quelle attitude ils ont eu? Parce que du coup, tu leur as dit: «Bah, voilà, je me suis rappelé de ça».
Oui. J'en ai parlé à cette personne-là qui était directement, proche de cet homme. Mmh. Elle m'a confirmé qu'elle savait. Heu, comment tes parents ont réagi? Alors, beaucoup de, alors déjà la première chose, c'est qu'ils m'ont cru tous les 2. Voilà, Mmh. ça c'est important de le dire parce que j'ai une énorme chance, c'est que mes parents m'ont soutenue et ont été de mon côté. Hem, C'était de l'incompréhension, je dirais. C'était de Mmh. l'incompréhension et beaucoup de culpabilité aussi de la part de ma mère, parce qu'en fait, ils s'en voulaient beaucoup de ne pas s'être aperçus de ce qui pouvait s'être passé, par exemple sous leur toit, en fait. Voilà. Mmh. Sous leur toit, moi j'ai vraiment des souvenirs de pendant leur mariage, par exemple, ou des vraiment, tu vois, j'ai des dates clés comme ça qui me permet un petit peu de dater quand c'est que ça s'est produit. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup de culpabilité pour eux, beaucoup de d'incompréhension aussi, oui, pour être honnête avec Parce toi. qu'il faut quand même rappeler, comme tu l'as dit, c'est que ça s'est passé sur plusieurs années. C'est même pas Oui, je cherche pas à comment dire? Je cherche pas à minimiser, les faits quand ils ne sont produits qu'une fois parce que bien c'est sûr. horrible. Oui, Mais là, ça veut dire que cet homme, il a eu conscience de ce qu'il oui, faisait oui, et à plusieurs reprises. exactement et Et je donc il en aurait parlé après quand c'était fini? alors ça, c'est toute la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a été rapporté et en tout cas de ce que je sais moi et j'ai l'intime conviction en fait que parce que du coup ça m'a remis en question aussi, c'est que moi je sais que ça s'est produit plusieurs fois. Mais Ouais. cet agresseur-là en fait a dit que ça s'était passé qu'une seule fois. Ah! Voilà, donc là c'est un peu ma parole contre la sienne, mais je parle au nom d'une victime et à toutes les victimes qui ont l'intuition que ça s'est produit plusieurs fois, faites-vous confiance en fait. Ouais. Faites-vous confiance, gardez votre intuition. Moi je sais très bien que ça s'est passé ou qu'il y a eu au moins, des attouchements ou des gestes vraiment très déplacés, mais vraiment à plusieurs reprises. Voilà. Mmh. Je suis sûre de moi, oui. Et hem et tu l'as revu depuis cet homme? Tout à fait. Alors aujourd'hui, non. Depuis en fait la libération de ma parole, non. Donc depuis 2018, je n'ai pas revu cette personne-là. Par contre avant, c'est-à-dire, quand j'ai repris conscience de mon agression, oui, j'ai revu cette personne, à 2 reprises. Ça a été vraiment l'horreur, hein, pour moi, je vais pas te mentir. J'ai essayé de faire en sorte de soit de pas être là ou d'écourter, de pas me retrouver seule avec lui. J'ai été, prise par l'angoisse, par la honte, par la colère aussi, enfin vraiment de la colère. Donc oui, je l'ai revu à plusieurs reprises et pour l'anecdote, un petit truc assez drôle, c'est que, on fait un repas de famille, chez mes parents. Il y a, donc lui est là et puis il y a une autre personne qui est là, puis, en partant, ils nous disent: «Bon, bah, écoute, la prochaine fois, ce sera chez nous, hein». D'accord, OK. Cette personne me regarde et me dit: «Bah, écoute Marion, si tu es pas là, par contre, ne t'inquiète pas, on ne t'en voudra pas». Et je ne savais pas à Mmh. ce moment-là qu'ils étaient déjà tous au courant et c'est bien plus tard qu'après j'ai compris le sens de cette phrase-là et je me suis dit: «OK, en fait, tout le monde est au courant et en fait, personne veut en parler», donc voilà, c'était vraiment secret de famille, ouais. Ouais, oui. Ouais, donc si tu es pas là, c'est mieux parce qu'au moins on pense pas à tout ce qui s'est passé et Exactement, exactement. Et puis il y a plein de petites choses comme ça que j'ai compris après, c'était aussi, par exemple, le fait, de m'acheter mon silence, hein, parce qu'on m'a souvent répété que si je parlais, j'allais détruire la famille. Et donc, je me souviens qu'au moment des agressions et juste après l'agression, par exemple, quand la personne repartait, enfin l'agresseur repartait, il me donnait, par exemple, une jolie carte ou une carte postale, quelque chose de mignon, d'enfantin et derrière, il y avait un billet qui était glissé en dessous. Ça pouvait mmh. être 20 €, 10 €. Et un Noël, je me souviens très bien d'un Noël d'avoir reçu une enveloppe avec, beaucoup d'argent dedans, en fait, aussi, hein, des sommes, type 200 € par exemple. Et Et c'était quand on a lié eu à des est-ce que c'était lié à des agressions qui étaient beaucoup plus, je dis pas qu'il y a des degrés d'agression, mais on oui, va dire qu'il y a attouchement, il y a pénétration, il y ouais. a Mmh. ouais, donc c'était lié à la gravité du geste? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si c'était lié par rapport à ça, mais en tout cas, je sais que je recevais des grosses sommes d'argent, pour me faire taire, quoi. Ouais. Ouais, Et est-ce que du coup finalement, bah, tu en as parlé, à tes parents et tu en as parlé, tu as pu en parler avec cette personne-là? oui. Est-ce que tu en as parlé, avec d'autres personnes parentes de cet homme qui étaient au courant? Alors,
Non, pas tout à fait, pas tout de suite en tout cas, pas sur le moment. C'est venu beaucoup plus tard après que ça s'est un petit peu, la parole s'est déliée, au sein de la famille en fait, au fur et à mesure du temps. Mais sinon non, en fait, c'était mes parents, voilà, j'imagine aussi, je ne sais pas si lui-même aujourd'hui est au courant que je suis au courant. Je sais pas si c'est clair, mais Ah voilà. ouais, d'accord. Ah ouais, Ouais, carrément. je sais pas si c'est clair parce qu'en fait, la personne avec qui m'a dit qu'elle était au courant, elle m'a dit: «Non, non, mais en fait, je lui dirai pas que tu sais et cetera», donc je ne sais pas si aujourd'hui ils sont au courant. En tout cas, je n'ai plus du tout de contact avec, toutes ces personnes-là, Ouais. aujourd'hui. Mais voilà, non, non, ça s'est fait en fait, du côté de ma maman, les paroles en fait se sont déliées vraiment au fur et à mesure et au cours des années. Voilà, tout simplement, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Ça s'est fait au fur et à mesure, ouais. Du coup, de tout ce que tu me dis, bah, je suppose et enfin, on comprend entre les lignes que tu n'as pas lancé de procédure judiciaire, Ouais, pas pour exactement. l'instant en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages et pourquoi tu l'as pas fait du coup? Alors, c'est une très bonne question. Non, je ne l'ai pas fait, j'y ai beaucoup pensé. Je ne suis pas fermée à l'idée. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que, pour plusieurs raisons, pour être très honnête avec toi. De un, je n'ai pas de preuves et qu'aujourd'hui c'est très compliqué en fait de prouver ça, de prouver qu'il y a eu, trauma, et cetera. Alors j'ai des outils évidemment, je saurais comment apporter des preuves, mais je pense pas en avoir assez pour pouvoir aller, au bout d'un procès, gagnant en tout cas. Et la deuxième chose, surtout pour cette raison-là, c'est que je ne suis pas convaincue, mais attention, ça n'engage que moi personnellement, ce que je vais dire, c'est que je ne suis pas sûre que ça va m'aider à me reconstruire. Mon Mmh. travail de reconstruction s'est fait différemment. Peut-être que j'aurai l'occasion de pouvoir partager ça, mais pour moi, c'était pas la procédure judiciaire qui allait me reconstruire, en fait. Voilà. Donc c'est Ouais. pour cette raison-là que je l'ai pas fait. Si par contre demain je devais le faire, c'est pour une raison, c'est pour défendre, peut-être d'autres enfants qui ont été victimes par cette même personne-là. Ouais. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, autour de l'inceste, il y a énormément de, bah, de silence Oui, parce que c'est quelque chose qui est tellement tabou, tellement oui, sale, tellement, en fait, ça va tellement à l'encontre de toutes les comment dire? De toute, l'imaginaire qu'on se fait des liens c'est de ça. parenté, de tout ce qu'on l'imaginaire que l'on a autour des liens familiaux, de C'est l'amour, du exactement ça. respect, La confiance, en de fait, faire qu'on accorde à la famille surtout. c'est ça, de faire grandir nos enfants, de les aider à s'épanouir, à se sentir bien dans leur vie et cetera. Ça Mmh. vient tellement briser tout ça parce que, ça n'a pas de sens en fait, Oui, d'avoir des comportements sexuels envers des enfants. Ça oui, veut dire qu'il y a un désir envers des corps d'enfants, ça veut dire qu'il y a, une pulsion sexuelle qui se fait à l'encontre oui, d'un être vivant qui n'est pas formé, qui n'est pas adulte, qui n'est pas oui. terminé et en fait, donc il y a la question de la pédophilie derrière, enfin, parce que Mmh. il y a aussi ça. C'est tellement incompréhensible déjà la pédophilie, mais alors quand c'est l'inceste, quand c'est par les membres de la famille, c'est encore plus incompréhensible et du coup, il y a ce silence autour autour de l'inceste Mmh. et il y a aussi le fait que comme tu le sais et comme tu le dis, une procédure judiciaire, c'est très compliqué à mettre en Oui, place, même quand on a des preuves, même quand on vient de se faire violer, même quand on sort d'une agression, c'est très laborieux d'avoir un résultat, enfin d'aboutir à une mmh. condamnation. C'est ta parole contre la sienne sur Oui, des faits qui remontent à plusieurs années. oui, Même si des personnes savent, bah, en fait, demain, elles peuvent très bien, dire: «Bah, non, on n'est pas au courant» mmh. et comme tu le dis aussi, tu n'as pas la garantie que toi, ça te fera te sentir mieux. C'est La ça. seule garantie que tu as, c'est que si tu gagnes, Mmh. cet homme sera condamné par la loi pour les Oui, actes qu'il a commis, mais ça n'enlève en rien est-ce que ça lui permettra, lui, de comprendre, je ne sais pas mmh, si on peut dire de comprendre, mmh. il sait de toute évidence que ce qu'il a fait n'est pas normal Oui, et oui, oui. interdit. Hem, mais c'est C'est hyper exactement intéressant ça. cette question Oui, de, enfin, de l'utilité de la procédure judiciaire. oui. C'est à quel point j'ai envie de fournir de l'énergie Mmh. pour quelque chose qui peut-être ne va ni m'aider moi, C'est ni ça. supprimer en fait ce qui s'est passé. C'est exactement ça. C'est Ça c'est hyper supprimera intéressant. rien du tout, si ce n'est que, comme tu l'as très bien dit, en fait, d'obtenir une condamnation de cette, personne-là ou de n'importe quelle personne qui agresse un enfant, en fait, voilà.
Et en même temps, même peu importe le résultat, ça ne permet pas de se reconstruire après la libération de la parole. Pour moi, c'est Mmh. vraiment un truc qui ne suffit pas. Pourquoi? Parce que même en ayant fait plein de thérapies pour avoir libéré ma parole, j'ai quand même eu cette question: «OK, super, maintenant que je me sens quand même, mieux avec cette histoire-là, je ne sais pas quoi faire, en fait, de ça». Mmh. Et j'ai Mmh. remarqué que, hem, on encourage beaucoup les victimes à prendre la parole et c'est formidable, il faut continuer dans ce sens-là. Mais il y a très peu, très, très, très peu d'accompagnement sur le après avoir libéré la parole. Parce qu'en fait, Mmh. ça détruit, en fait, une vie, vraiment, le corps, la relation qu'on va avoir, la confiance qu'on va accorder aux autres, notre confiance en nous-mêmes et tout ça, en fait, on nous l'apprend pas. Il y a rien Mmh. là-dessus et j'ai trouvé ça tellement triste et je me suis battue, en fait, pour ça et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ce métier-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a rien, en fait, après, pour aider, c'est bête ce que je vais dire, mais pour aider à se réinsérer dans la vie, en fait, tout simplement. Ouais, parce que je sais qu'il y a des accompagnements, pour les procédures judiciaires. Enfin, je Oui, sais c'est qu'il me exactement ça. semble, alors il faudrait que Tout je à fait. vérifie parce que Tout à il fait. me Non, non, semble que c'est la vrai. maison, c'est pas la maison des femmes qui Tout à permet, fait. Il y a d'accompagner, des ouais, c'est ça? associations comme le CIDF auquel j'appartiens aussi d'ailleurs, je fais Mmh. partie du CIDF. Alors c'est un centre, d'aide pour les femmes, notamment dans le secteur de la Charente-Maritime, Charente-Maritime. Mais effectivement, il y a plein d'associations qui vont aider des femmes pendant les procédures, mais après, il y a rien. Ouais. Après un procès, par exemple, il y a rien. Il y a rien du tout et Ouais, donc en fait, c'est là qu'il y a peut-être, des choses à faire aussi, exactement, sur quelle est la reconstruction qui existe? Quels sont les types de reconstruction? Et je pense qu'il y en c'est a ça. plein, différentes selon les personnes. Hem et hem et du coup, est-ce que bah, du coup, une fois que tu as pu libérer ta Oui, parole, et que tu as pu mettre des mots dessus, est-ce que tu as mis en place des suivis, ou des tout outils à fait. pour essayer de guérir? Ouais. Tout à fait, tout à fait. J'ai mis en place en fait, une thérapie avec une psychanalyste du coup, au début, qui m'a beaucoup aidée. J'ai fait en fait quand je suis tombée en dépression, post-traumatique, donc là on était en décembre 2018, voilà pour à peu près, hein, pour remettre un tout petit peu dans le contexte. Décembre 2018, je suis allée, voir, par les recommandations, d'une amie, de ma maman pardon, qui était une amie à elle. J'ai été voir une psychanalyste, qui m'a beaucoup aidée pendant un petit peu moins d'un an, on va dire Mmh. ça comme ça et j'ai entamé en fait une thérapie. Elle m'a tellement aidée, mais vraiment tellement aidée, sur tout ce qui va être, impact émotionnel, sur la culpabilité, sur, le passé, sur tout, 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 tout. Et ensuite, à partir de là, j'ai aussi moi-même, été dénicher plein d'outils, plein de choses en fait pour m'aider encore plus à côté. J'ai fait plein de oui voilà, j'ai découvert le développement personnel en fait à ce moment-là et j'ai développé mes propres outils aussi pour pouvoir me reconstruire. Du coup, je suis assez curieuse, enfin, quels sont les autres outils que tu as mis en place ou que tu as appris à développer, du coup? Parce que tu étais, il me semble, heu, en pause au niveau de tes études, Ouais. donc tu avais du temps pour te remettre en question et cetera. Mais du coup, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Alors tout à fait, la psychanalyse m'a beaucoup aidée et aussi j'ai développé du coup, comme tu l'as dit, mes propres outils, notamment l'écriture et en fait, j'ai fait plein de recherches sur, le développement personnel. J'ai mis en place plein de petits exercices et sur des thématiques différentes. Donc, notamment, j'ai travaillé beaucoup sur, l'impact émotionnel, apprendre à réguler mon émotion, à comprendre mon émotion. Plein d'exercices. En fait, j'ai fait plein d'exercices, de type introspection. Voilà. Mmh. J'ai fait beaucoup de choses par rapport à ça pour justement, pouvoir, heu, par l'écriture, en fait. Voilà, par Mmh. l'écriture et ce qui m'a beaucoup aidée aussi, en fait, ce qui m'a fait un peu tremplin, c'est-à-dire qu'après ma psychanalyse, j'ai fait un voyage à Londres, je me sentais libre et tout ça. Je me suis dit: «OK, comment Marion, je vais pouvoir retranscrire cette liberté?» Et j'ai commencé en fait à écrire quelques mots sur Instagram, quelques posts, quelques trucs comme ça
Et puis au fur et à mesure, ça a fait boule de neige. C'est-à-dire que je recevais des messages me disant que c'était inspirant, qu'ils se reconnaissaient, que voilà, ça leur parlait. Et donc de là, en fait, j'ai commencé à partager ce qui, moi, m'aidait, les découvertes que je faisais en fait en temps réel. Et ça a démarré de là, en fait. Donc j'ai Mmh. commencé à partager plein d'outils, plein de trucs, plein de questions, d'exercices, enfin bref, voilà, plein de choses qui, moi, m'ont aidée. Et puis, je me suis pas arrêtée là, puisqu'après, je me suis dit: «OK, j'ai envie de faire plus que ça, j'ai envie de libérer encore plus ma voix». Donc j'ai fait un podcast aussi moi-même à mon tour, j'ai appelé «De l'agression à la reconstruction» et pareil, j'y ai partagé plein de notions de développement personnel qui m'ont aidée et de là, en fait, j'avance un peu dans le temps, mais c'est pour comprendre, en fait, tous ces outils-là, en fait, qui moi m'ont beaucoup aidée, que ce soit pour les émotions, la culpabilité, l'enfant intérieur, enfin voilà, plein, plein, plein de choses aussi, de trouver aussi ce que j'aimais pas faire, enfin bref, vraiment le fait d'apprendre à se connaître, voilà. Mmh. Je l'ai retranscrit tout ça dans un accompagnement individuel que je propose aujourd'hui, et j'y ai mis en fait tous les outils qui m'ont permis de pouvoir me reconstruire et d'en être là où j'en suis aujourd'hui en fait, voilà. Mmh. Et comment tu arrives à voir que tu as tourné la page et que tu t'es reconstruite, hein? Enfin, si c'est le cas, en tout cas? Oui. Alors, je sais que j'ai tourné la page, par rapport à mon passé, parce que je sais que cette agression ne me définit pas. Parce que je sais ce qui me définit réellement, je sais ce que ça m'a apporté de bénéfique. Alors, je sais que c'est peut-être, difficile à entendre aujourd'hui, mais j'ai tiré des leçons de tout ça. Je sais que ça me définit pas. Je suis une victime aux yeux de la loi, mais je ne suis pas une victime, je suis une résiliente et je me bats pour ça. Je sais que ça m'impacte pas aujourd'hui, si ce n'est peut-être, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux sur le plan, de la relation que j'ai avec mon corps. Donc, l'image Mmh. que j'ai, quand je me regarde par exemple encore nue, des choses comme ça, qui est encore compliqué. Je sais que là j'ai encore du travail à faire par rapport à ça pour être tout à fait honnête avec toi. Mais je sais Mmh. aujourd'hui que ça m'impacte plus parce que j'ai plus peur d'en parler, par exemple. Parce que Mmh. pendant des années aussi j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur de mourir. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais pourtant c'est Mmh. vrai. Pendant des années, je me suis dit: «OK, si j'en parle, on va me tuer, en fait. Il va m'arriver malheur». Et le jour où j'ai commencé à prendre la parole, j'ai compris que j'allais pas mourir et qu'au contraire, justement, c'était une vraie force et voilà et en fait, je sais qu'aujourd'hui, je peux en parler, que ça ne m'impacte plus, émotionnellement parlant comme ça pouvait l'être, avant. Je me sens libre d'en parler, j'ai plus peur d'en parler, voilà. Voilà comment je sais que ça m'impacte plus. Et du coup, c'était hyper intéressant aussi, ce que tu expliquais par rapport à ton approche, auprès de personnes, qui veulent un accompagnement. Du coup, je suppose que tu as basculé complètement, du droit vers, l'accompagnement. Quelles sont Ouais. les formations que tu as pu faire pour développer ces outils-là et avoir, on va dire, une assise, de connaissances, plus, on va dire, reconnue? Tout à fait. C'est une très bonne question. C'est vrai que je suis passée de clerc de notaire l'année Mmh. dernière du coup à du coup thérapeute. Alors il y a beaucoup de mon expérience, voilà. Je vais pas te mentir, les outils que j'y partage, c'est beaucoup, de ce que moi je suis par là où je suis passée et j'y ai, agrémenté tout ça d'une formation en psychologie positive. Je suis formée aussi à la PNL et je suis aussi formée à tout ce qui est, soins énergétiques Reiki. Donc voilà, donc c'est un mélange de tout ça, d'art-thérapie, un peu de sophrologie, un petit peu de plein d'outils que j'ai voulu mettre dans cet accompagnement et voilà. Voilà pour t'expliquer un petit D'accord, peu mon parcours, mais aussi, pas mal de mon expérience, en fait, des outils que j'ai moi-même développés, qui m'ont beaucoup aidée et que j'avais envie de retransmettre, aux autres. d'accord. Oui, c'est vrai que c'est des approches que je connais pas très bien parce que, je suis quelqu'un qui fait quand même assez attention à tout ce milieu-là parce que j'avais déjà fait des épisodes sur le sujet, mais je pense qu'il y a aussi, il y a du très bien, il y a du très bon et il y a aussi des déviances et en fait, c'est compliqué quand on est, monsieur et madame tout le monde de savoir, mettre la limite entre, est-ce que, cette thérapeute-là, est-ce que ce thérapeute-là est vraiment, va vraiment m'aider Mmh. Mmh. et pour les bonnes raisons et donc c'est un domaine qui malheureusement souffre de des déviances de certains. Tout à fait. Donc c'est pas évident de se faire une place et de surtout,
enfin, c'est surtout enfin, de pouvoir proposer des choses qui fonctionnent vraiment. Tout à fait, ouais. Mais en tout cas, bah, j'ai l'impression que tu as trouvé ton chemin avec, Oui, cette oui, oui. voie-là parce que je Tout à fait, oui, oui. Je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, je sais de quoi je parle, en fait. Parce que tu disais, ouais. effectivement, les thérapeutes, il y en a beaucoup et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, là où, en fait, j'ai ôté cette question de la légitimité, c'est que j'ai moi-même vécu ça. Et que Mmh, les personnes qui me rejoignent, notamment dans l'accompagnement, connaissent mon histoire et savent par où je suis passée. Et donc, c'est ce qui les rassure beaucoup aussi. Voilà. ouais. Donc, et j'accompagne aussi, pas uniquement en fait des personnes qui ont vécu par exemple des violences sexuelles, mais aussi toutes les personnes en fait qui ont un passé douloureux ou traumatique ou une épreuve Mmh, difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, le processus qu'on met en place pour pouvoir se reconstruire, c'est exactement le même. La seule mmh, chose qui diffère, en fait, ça va être au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on ressent tous les mêmes émotions, quasiment, quand on vit quelque chose, à plus forte enfin, plus ou moins forte en termes d'intensité. Mais sinon, mmh. le processus qu'on envisage, qui s'appelle le processus de deuil ou le processus de guérison, il est le même que ce soit pour des violences, pour une rupture amoureuse, pour un deuil, pour quoi que ce soit. Voilà. Mmh. Oui, oui, oui. Ouais, je comprends. Hyper intéressant. Bah oui, je pense que de toute manière, à partir du moment où il y a, souffrance émotionnelle parce que, il y a eu, un événement, difficile, le processus est plus ou moins le même, mais l'intensité et les outils, vont un peu varier. Exactement. Hem, je voulais revenir sur, la notion du silence, en fait, qu'il y a autour de l'inceste parce que je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce que selon toi ça révèle sur ta famille, en fait, ce silence et pourquoi, en fait? Est-ce que tu as une idée du pourquoi ce silence? Pourquoi? Parce que alors moi, en tout cas de ce qu'on m'a dit, c'était quelque chose que si je parlais, j'allais détruire la famille. Mmh. Et on m'a souvent répété ça, tu vois? Donc du coup, en fait, je suis partie de cette croyance-là que: «Attention, si je parle, je vais détruire la famille». Donc pourquoi ce silence? Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de honte, beaucoup de «non, faut pas le dire» parce qu'en fait, on veut protéger aussi quelque part l'agresseur, et voilà, je pense que c'est peut-être pour ces raisons-là, mais aujourd'hui, moi, je suis contre ce silence-là parce qu'en fait, on cherche à protéger quelqu'un, de faits qui sont très graves alors que parce qu'en fait, c'est vrai qu'aussi il y a la notion de silence et que, pourquoi c'est aux victimes, en fait, de prendre la parole? C'est Ouais. vrai, on pourrait dire aussi, bah, l'agresseur pourrait prendre la parole aussi, Il se prendre dénonçait. s exactement et prendre la responsabilité parce qu'on voit aussi ça, dans ce que je propose, c'est-à-dire la notion de la responsabilité et de la culpabilité. C'est-à-dire que beaucoup de victimes se sentent coupables. Oui, si en fait, c'est de ma faute si il s'est passé ça, c'est de ma faute si je suis coupable de n'avoir rien dit aussi. Je me sens coupable d'avoir gardé le silence, mais en fait, qui garde le silence dans l'histoire? Est-ce que c'est Mmh. nous qui, en fait, on nous impose le silence ou est-ce que c'est l'agresseur? Mmh. Ça peut être aussi à l'agresseur, en fait, de prendre la parole, hein. C'est Ouais, pas c'est que aux clair. victimes. Ouais, ouais, tout à fait. Donc pourquoi je crois que je n'ai pas la réponse à ça, c'est, peut-être une protection, peut-être voilà, moi je sais qu'on m'a répété que j'allais détruire la famille. On m'a même dit que c'était des choses qu'on faisait entre membres de la famille, tu vois? Donc Ah! Mon Dieu! voilà, c'est pour ça, donc j'ai grandi avec ça, donc avec cette idée-là. Heu, c'est quelque chose que peut-être j'ai longtemps cherché à comprendre aussi pourquoi. Pourquoi Ouais. est-ce qu'on a Il y a fait pas ça, en de fait? Et mmh. il y a pas de réponse malheureusement à ça. Mais c'est sûr que là, c'est chercher, une réponse, enfin, il y a pas de réponse, c'est Non, il assez y a pas de tellement, réponse. incompréhensible que mais je pense qu'aussi par rapport au silence et le fait de dire: «Ça va détruire la famille», ça va détruire surtout l'image qu'ils se font de leur famille. Parce Tout à qu'on fait. au fond, on veut tout enfin on veut les gens en général ont envie que la famille corresponde à l'idéal qu'ils se font d'elle, à Oui, savoir aimante, protectrice, respectueuse, soutenante et cetera et le fait d'admettre qu'il s'est passé ça, oui, reviendrait à affirmer et à assumer qu'en fait sa famille est loin d'être parfaite et qu'un des membres de la famille a commis un crime, en fait. oui, oui, oui. Et je pense que la notion de destruction, c'est surtout en fait, faire ressentir la honte en chacun des membres,
de savoir qu'en fait, quelqu'un de proche d'eux, a commis un crime envers une enfant. Oui, tout à fait. Je pense que c'est lié à l'image qu'on a de la famille parce qu'on a tous un idéal de famille, plus ou moins. Et je pense qu'il faut aussi, apprendre à se détacher de cet idéal-là parce que toutes les familles sont imparfaites, Tout à heu, fait. sans parler d'inceste, hein, bien sûr. Oui, 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 bien sûr, Mais, oui. Mmh. il y a peut-être Tout à quelque fait. chose à faire de à ce niveau-là. Et du coup, sur le plan de ta vie amoureuse, est-ce que ça a aujourd'hui encore des conséquences et est-ce que tu en parles assez librement de ça? Ah oui, oui, aujourd'hui, avec l'homme avec qui je vis aujourd'hui, clairement, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que aussi, j'ai eu, dans des relations, bon, pas très, aussi, compliquées au niveau de la sexualité et depuis peu, en fait, depuis que je suis avec, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, on est, dans une communication qui est, très ouverte. Depuis le début, en fait, il connaît mon histoire et la patience, l'écoute, voilà, il m'aide à découvrir mon corps parce que c'est quelqu'un de très patient et voilà donc je pense qu'aussi la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui m'aide beaucoup aussi en ce sens-là. Voilà, je le Mmh. reconnais, j'ai de la chance, j'ai énormément de chance et que ce soit par rapport à l'image de mon corps, par rapport à la sexualité, il y a encore des petits blocages, mais aujourd'hui, franchement, pour être très honnête avec toi, ça va énormément mieux parce qu'il m'aide beaucoup à me libérer, en fait, de tout ça. Voilà, Mmh. donc à me reconnecter, à apprendre, à m'apprécier comme je suis, enfin voilà, à m'aimer comme je suis, à aimer mon corps, l'image que je renvoie, enfin voilà, donc ça m'aide beaucoup, beaucoup aujourd'hui, ouais. Vraiment, ouais. Bah, écoute, je suis contente d'entendre ça, ça fait du bien à entendre parce Oui, que, bah, ça veut dire que, mine de rien, il est possible d'avoir, une relation amoureuse, après, ce genre de traumatisme, absolument, oui, à condition de tomber sur une personne qui soit en capacité aussi d'entendre ce que tu as à dire, exactement, qui soit en exactement. capacité de voilà, de prendre le temps dont tu as besoin pour que tu puisses, avancer aussi donc c'est Mmh. vraiment chouette. Et j'irai même Hem, encore plus loin, si tu me le permets, en disant par Dis-moi? rapport à l'image du corps, mais aussi, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on parle très peu surtout quand on est victime, mais sur le plan de la sexualité, c'est très compliqué aussi. Parce qu'on a des douleurs, parce que parfois c'est pas agréable et je préfère le dire, c'est normal, d'accord? Mmh. Si c'est pas agréable, parfois même pour moi encore, parfois c'est douloureux, il faut le dire, il faut pas hésiter à le dire à votre partenaire que parfois, c'est douloureux. Ça existe, en fait, des douleurs fantômes comme ça, en fait, qu'on n'explique pas, même au niveau gynécologique. On l'explique pas, et c'est normal et que, je peux vous assurer que même en tant que victime, avec le temps, certes, mais on peut prendre du plaisir, dans sa sexualité. Que la Mmh. sexualité n'est pas qu'une image d'assouvir un besoin, voilà, ou de procréer, par exemple. Mmh. J'insiste là-dessus parce que, heu, c'est important, je pense, qu'aujourd'hui, que s'il y a des victimes qui nous écoutent, qu'elles continuent ce chemin-là, en fait, vers l'acceptation du Mmh. corps et que, il y a une sexualité, apaisée qui peut exister et qui Mmh. existe. Voilà, c'est important, je crois de le dire parce qu'on en parle très peu aussi Ouais. C'est après la vrai qu'en plus, libération. les douleurs, pendant pendant l'acte sexuel, sont pas si rares, enfin, surtout chez les femmes parce que ça touche, peu les hommes. Oui, Mais, je sais qu'il y a quand même pas mal de femmes qui souffrent de vaginisme oui, et mis à part les cas où il y a anatomiquement, une problématique, qui s'explique, oui, souvent c'est, pour des raisons psychologiques et en exactement. fait, bah, c'est hyper compliqué. Je suppose que c'est hyper compliqué à travailler parce que quand on te dit: «Ah bah, c'est dans ta tête», oui, bah, qu'est-ce que je fais du coup? Exactement Et ça. ça demande un accompagnement, encore, qui est différent mais ça nécessite vraiment, un travail sur soi, sur ses sensations, sur, le plaisir qu'on peut avoir seul, avec quelqu'un d'autre et cetera, sur le Exactement. lâcher prise et c'est tout un chemin, enfin et puis même pour les personnes qui souffrent pas de vaginisme de manière générale, ça arrive d'avoir mal parce qu'on Oui, n'est pas suffisamment prête, parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est pas le moment, parce qu'on pense à d'autres choses
Et franchement, ça doit aussi, faut libérer la parole aussi sur ça, je Je suis pense. Donc ça doit complètement être bien. d'accord. C'est pour ça que je me permettais Mmh. de pouvoir, en parler et de l'exprimer aujourd'hui parce que ça peut vraiment, décomplexer certaines femmes aussi, Ouais. qu'on soit victime ou pas d'ailleurs, hein, vraiment. Mmh. Mais effectivement, c'est dommage parce qu'on en parle très peu aussi, mais ça existe vraiment des douleurs, type fantôme en fait, quand on est victime de violences, sexuelles. Qu'on ait des douleurs et qu'au niveau gynécologique, en fait, on trouve rien, voilà. Donc je me Ouais. permettais de le dire que c'est pas grave, c'est normal et que voilà, il faut pas avoir peur d'en parler, surtout à un médecin ou voilà, n'ayez pas peur d'en parler et que, il peut, voilà, trouver des solutions notamment, bah, oui, effectivement, sur l'impact psychologique que ça peut, créer, mais que je préfère rassurer les victimes ou pas que, on peut, même après avoir été violenté, prendre du plaisir et d'avoir du Mmh. désir et l'envie, par rapport à la sexualité. Voilà, c'est tout à fait Alors, possible. moi, j'ajouterais, une petite ressource, perso. Oui, J'ai un comment dire? Si on veut trouver une personne de confiance et cetera, parce qu'on va pas prendre le premier médecin ou le premier gynéco, venu, pour toutes les personnes qui nous écoutent, il y a un site qui s'appelle JNCO, GYN-CO, enfin, genre comme NCO, qui répertorie, une liste ultra complète dans toute la France de gynécologiques et ou sages-femmes et ou médecins qui sont, on va dire, ouverts d'esprit, bienveillants, féministes, inclusifs, non, LGBT non homophobes et cetera et qui sont hyper chouettes. Et les personnes, qui connaissent quelqu'un, qui est particulièrement, on va dire respectueux et on va dire en qui on peut avoir, confiance, peuvent référencer, ces personnes-là sur ce site-là. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une super sage-femme donc enfin, voilà, petite anecdote perso. Mais en tout cas, si jamais vous savez pas vers qui vous tournez, cet annuaire-là peut être, une porte d'entrée, pour trouver quelqu'un. Voilà. c'est chouette. Voilà, voilà. Super. Quel serait le message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être subi la même chose que toi? Que vous êtes pas seul. Moi, c'est Mmh. la première chose que j'aimerais, entendre et que j'aurais aimé entendre, c'est: «Vous êtes pas seul, tu es pas seul», que c'est possible, qu'il est possible de se reconstruire, il est possible de rêver, il est possible de réussir sa vie et de se reconstruire, hein, d'être résilient et résiliente. C'est possible, et que c'est un beau chemin qui est certes pas facile, je vous l'accorde, mais qui est un merveilleux, chemin pour pouvoir, partir à la découverte de soi, de ses forces, de ses valeurs et et que de surtout ne pas hésiter à vous faire accompagner par quelqu'un qui, peut-être a vécu la même chose, parce que ça permet aussi de se sentir moins seul et d'être compris. Voilà. Mmh. Voilà le message que je pourrais transmettre, mais que c'est possible. C'est possible. Ben, On peut se merci beaucoup. reconstruire. Merci beaucoup pour, ce témoignage. Merci à toi. Hem, Vraiment, c'est courageux de ta part parce que c'est jamais facile d'en parler, on ne sait pas comment ça va être pris, ni qui va nous écouter. Donc de tous les cas, je mettrai, un trigger warning, dans la description de l'épisode pour les personnes qui ne veulent pas écouter ce sujet, parce que Bien sûr. c'est possible. J'ai une dernière question, Oui. que t'évoque «Sois sage et parle fort»? Et bien justement, on parlait du silence, et bien moi je trouve que ce «Sois sage et parle fort» résonne complètement dans le fait de libérer la parole et de prendre la parole aujourd'hui. Voilà. Ça résonne beaucoup et de mettre fin au silence et au tabou et de lever tout ça et de pouvoir en parler, très fort. Voilà. Bah, merci beaucoup, Merci à toi. j'ai été très contente, de te recevoir. Pour la petite anecdote, il faut savoir que cet épisode n'aura pas été fait sans mal, parce que nous avons eu, de grosses galères techniques, donc Ouais, j'espère que le son sera à la hauteur de la qualité de notre échange. Donc c'est parfois très laborieux d'enregistrer un podcast, il faut pas croire, hein, donc ouais, c'est vrai. vous saluerez nos efforts, parce qu'il y a eu plusieurs, connexions, déconnexions, reconnexions, enregistrements d'un côté et de l'autre et cetera. Donc voilà, Exactement. je tiens à préciser que le côté off du podcast, il y a aussi parfois des aléas. Ouais, Je mettrai le nom de ton compte Instagram, bien dans la sûr. description de l'épisode.
et sur le post pour qu'on puisse éventuellement te contacter si on a des questions supplémentaires ou si on veut faire un accompagnement avec toi. Avec grand Suivre un plaisir. accompagnement avec toi. Donc voilà. Et je mettrai aussi dans la description de l'épisode la référence du podcast dont j'ai parlé dans mon introduction, ou peut-être Une nuit de Louis Média qu'il faut impérativement que tout le monde écoute, même si vous n'avez pas été concerné. Voilà, c'est votre devoir, exercice. Écoutez cette série d'épisodes, il y en a plusieurs à écouter, mais c'est vraiment passionnant. Voilà, je peux pas avoir la prétention de dire que cet épisode aura balayé autant d'informations parce que l'autrice du podcast, Charlotte Pulowski, a vraiment fait une enquête qui a dû lui prendre plusieurs mois, je sais pas, peut-être un peu plus d'un an, où elle va interviewer différentes personnes, des experts, etc. Et c'est très, très intéressant sur la notion du silence, sur toutes les questions que ça soulève. Mais en tout cas, je pense qu'il est important de pouvoir faire témoigner toujours plus de personnes pour ne pas oublier qu'en fait, il faut en parler. Exactement. Donc voilà. Je suis Donc merci totalement beaucoup. d'accord avec toi. Merci beaucoup à toi, Marie. Merci.